Organiser son budget, ça peut vite paraître chronophage et compliqué. La majorité des gens aimeraient gagner plus d'argent, mais quand bien même nous gagnons plus d'argent, nous n'en réalisons pas plus nos rêves. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous allons augmenter notre train de vie. On va s'acheter une plus grosse voiture, on va vivre dans une plus grosse maison, on va porter des habits plus coûteux, on va offrir des cadeaux plus chers. Bref, organiser son budget pour réaliser ses rêves, c'est possible sans gagner 1 euro de plus. Et vous allez découvrir comment dans ce nouveau podcast. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est galère, mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast. Alors, la première étape pour pouvoir organiser son budget pour réaliser ses rêves, ça va être d'identifier votre but. Quel est le rêve que vous voulez atteindre ? Parfois, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'on a envie d'économiser. Et ça devient assez dur finalement de chercher à faire des économies. On va préférer dépenser, parfois même avec frénésie, craquer sur certaines choses, des objets, des petites choses à droite à gauche, parce que finalement, on n'a pas le but qui va nous permettre de se dire « Ah non, là, il faut vraiment que j'économise parce que, voilà, je voudrais atteindre ça. » Et en fait, les buts, ils sont, j'ai envie de dire, les rêves, ils sont aussi nombreux que vous êtes de personnes à m'écouter. Ça peut être, on peut aller de retaper une vieille ferme, une vieille bâtisse, à faire un voyage à l'autre bout du monde en famille, s'offrir une retraite méditative, acheter un piano, acheter un cheval. Peu importe votre rêve, vous devez commencer par l'assumer pleinement et l'incarner aussi pleinement. Moi, mon premier rêve, c'était de devenir entrepreneuse. Donc en 2008, j'ai commencé à faire très attention à mes dépenses pour pouvoir garder un maximum d'argent de côté pour venir nourrir ce projet. Résultat, 2 ans après, en 2010, je suis devenue entrepreneuse et cet argent que j'avais m'a servi notamment parce que les débuts, en tout cas mes débuts en entrepreneuriat n'ont pas été très simples à gérer et que j'étais très contente d'avoir cette soupape, d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir continuer en fait à mener une vie qui me permettait quand même de pas être dans le manque et de pouvoir donner du sens, pouvoir continuer à alimenter ce sens qui était de devenir entrepreneuse. Aujourd'hui, évidemment, je suis entrepreneuse maintenant depuis 2010, donc depuis plus de 10 ans. Mon but, mes rêves, ça va plutôt être justement de partir en voyage. Partir en voyage en famille, c'est très important pour moi, parce que c'est une manière aussi d'appréhender le monde, c'est une manière de faire voir le monde à mes enfants. Et à travers ça, il y a tout aussi un enseignement pédagogique que je nourris. Donc pour moi, c'est très très important. Et c'est vrai que les voyages coûtent de l'argent, même si on fait très attention. Ça demande toujours des budgets. Donc il faut s'organiser au quotidien pour pouvoir dépenser le moins possible, ou en tout cas faire le plus attention possible, ou plutôt, je devrais plutôt dire, dépenser le mieux possible. Parce que la réflexion qui est derrière tout ça, c'est encore une fois comment faire le mieux possible. C'est ça qui va aussi donner du sens parce que ça va nous faire nous poser de très très bonnes questions introspectives qui vont réenvisager notre façon, notre rapport, notre façon de consommer et aussi notre rapport aux choses. Il faut bien avoir conscience qu'à partir du moment où de toute façon on n'est pas 100% autonome, on est obligé de dépenser. Donc ne vous blâmez pas pour vos dépenses, mais plutôt voyez de quelle manière vous pouvez les optimiser. La deuxième étape, elle consiste à identifier vos différents postes de dépenses en partant du plus gros
en allant jusqu'au plus petit. Alors oui, je ne vais pas vous mentir, c'est la partie la plus laborieuse. En tout cas, moi personnellement, c'est celle qui m'a demandé le plus d'efforts parce que je ne suis pas une as du reporting et que très clairement, je trouvais cette manipulation très chronophage. Maintenant, quand on l'envisage dans une optique d'amélioration, d'optimisation, c'est aussi là que ça prend tout son sens. C'est mieux que de faire un reporting pour juste se dire je vais avoir le plus d'argent possible sur mon compte en banque et je saurais pas exactement à quoi ça me servira, mais je serai contente parce que j'aurai plein d'argent. Voilà. Donc là, on est quand même dans une logique d'avoir un projet. Et ce qui est bien, c'est aussi de visualiser ce projet. Si c'est la ferme à retaper, si c'est le voyage, vous pouvez vous acheter un truc avec la destination, ou si c'est un cheval, vous pouvez vous acheter, je sais pas, une première bombe. Du coup, pour vous motiver, pour vous dire, voilà, quand vous êtes perdu, quand vous êtes déconnecté, quand vous savez plus, vous vous reconnectez à cette chose qui va vous faire toucher du doigt votre rêve. Donc c'est pour ça que voilà, c'est important de le faire, et surtout ce qui va être hyper important, c'est de le faire sur un support qui va vous permettre d'y aller le plus simplement possible. Donc prenez, que ce soit un carnet, des feuilles, un tableau, un paperboard, ou l'ordinateur, ou votre téléphone. Posez-vous cette question, sur quel moyen je peux reporter tout ça, et pour que ce soit le plus facile pour moi, pour que j'y aille vraiment. Parce qu'à partir du moment où il y a un frein, ou en tout cas ça devient compliqué, vous n'allez pas le faire, et c'est très dommage parce que cet exercice d'observation est fondamental dans ce processus. Donc voilà, vous pouvez tout répertorier. Il y a évidemment toutes les choses très connues, comme loyer, alimentation, transport. Alors le transport, ça peut être l'essence, mais ça peut aussi être les cartes d'abonnement au transport en commun, l'électricité, les loisirs, la culture, la décoration, l'habillement, les abonnements, les cadeaux. Peu importe, essayez vraiment d'avoir des catégories qui vous parlent, des catégories qui ressemblent à votre quotidien, dans lesquelles ça va être aussi facile de pouvoir aller classer vos dépenses. Encore une fois, câbler votre cerveau en mode comment je peux faire pour me faciliter au maximum la tâche. Et ensuite, je vous invite vraiment à faire cette observation sur 3 mois afin d'avoir une idée qui soit la plus objective et la plus lissée possible. Tout simplement parce que vos dépenses ne sont pas toujours pareilles d'un mois à l'autre. Par exemple, si vous faites cette observation au mois de décembre, au mois de décembre, on peut avoir un budget cadeau qui n'est pas représentatif des autres mois de l'année. Pareil, juillet, août, on peut avoir un budget loisir qui est plus important que les autres mois parce que quand on part en vacances, on est à même de faire des activités et donc d'allouer un budget un petit peu plus important pour ces choses-là. Donc cet exercice, il est très intéressant parce qu'il va déjà vous inviter à être beaucoup plus consciente sur vos dépenses. Et moi, il y a toujours un adage que je dis tout le temps, c'est on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc si vous n'avez pas conscience qu'une certaine catégorie pompe énormément, représente une grosse part de votre budget, vous ne pouvez pas le modifier. Moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé avec les vêtements. Avec les vêtements, j'achetais des vêtements pour les enfants, et finalement, je me rendais compte que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Et pour un peu que le vêtement soit genré, ça va être très difficile de le redonner à la petite sœur ou au petit frère qui suit après. Donc c'est très dommage parce que souvent un vêtement, un pull peut faire largement plusieurs enfants. Mais voilà, quand il est tout rose avec une licorne et qu'après vous avez un petit garçon, c'est plus compliqué de le faire porter au petit garçon qui va pas toujours être d'accord, même si le débat sur le genre n'est absolument pas le débat du jour. Mais moi personnellement, je sais que ma fille préfère les choses avec des petits nœuds, les couleurs un peu plus fleuries, le rose, les pastels, etc. Alors que mes filles vont préférer les voitures, les dinosaures, et ça c'est complètement indépendant de ma volonté. On peut dire ce que l'on veut, c'est comme ça, c'est ainsi, mes enfants sont attirés par des choses genrées, alors que moi-même, par exemple, je m'habille énormément en bleu marine ou en couleurs naturelles qui, elles, ne sont absolument pas genrées. Mais c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. En tout cas, on ne peut pas toujours faire autrement. La troisième étape va consister à définir les postes que vous allez pouvoir diminuer. Donc, avec cette observation sur 3 voire 4 mois, vous allez avoir des dominantes, des pourcentages qui vont s'inscrire. Et il y a des choses que vous allez pouvoir diminuer. Peut-être que vous ne pourrez pas tout diminuer. Par exemple, le loyer, à part de déménager, c'est pas toujours évident de pouvoir le diminuer. Mais il y a d'autres choses qui sont diminuables. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait évoluer tous mes différents postes de budget ces 10 dernières années
pour me permettre de dépenser le moins d'argent possible. La première, c'est une anecdote qui m'est arrivée, enfin que j'ai mis en place donc, entre 2007 et 2010, donc les 3 dernières années où j'ai vécu à Paris. Et en fait, donc à cette époque-là, nous on habitait à Colombes, donc qui était en zone 3 à peu près de l'Île-de-France. Aujourd'hui, je crois que quand on prend un pass Navigo, je crois qu'ils ont un petit peu globalisé toute l'Île-de-France. Mais à l'époque, j'ai l'impression que ça fait très longtemps, mais voilà, à l'époque, avant 2010 en tout cas, il y avait la zone 1 qui correspondait à Paris, et peut-être qui incluait la Défense. Ensuite, il y avait la zone 2, puis la zone 3, puis la zone 4, 5, etc. Et donc, en fait, moi, j'avais pris un pass Navigo qui allait de la zone 1 à la zone 2. Donc, j'économisais une trentaine d'euros par mois quand même. Et alors, je ne fraudais pas tous les matins et tous les soirs, mais tout simplement, je partais à pied de chez moi jusqu'à la gare d'Asnières-sur-Seine, où je prenais le train. Et ça me permettait de marcher et d'économiser sur mon pass Navigo. Et dans ma vie sédentaire de l'époque, parce que c'est vrai qu'on travaillait dans un bureau avec Fabien, on bougeait pas beaucoup. Donc toute la journée, ça me permettait d'avoir cette demi-heure de marche le matin et cette demi-heure de marche le soir. Et c'était très appréciable. Aujourd'hui, on va dire que par exemple, je vais essayer de maximiser les trajets à pied ou en vélo autant que possible. Donc, ça me permet de diminuer évidemment l'essence qu'on va acheter. Et puis, ça va aussi avoir un impact sur mon écologie personnelle. C'est-à-dire qu'on s'était posé la question, notamment pour Arthur, pour lui faire du cirque il y a quelques années. Et en fait, il y avait une école de cirque dans la ville où on vivait, et elle était à 20-25 minutes en trajet de voiture. C'était assez compliqué pour nous de s'imaginer faire ces déplacements 1 à 2 fois par semaine, avec les 2 autres enfants dans la voiture. Donc voilà, ça représente quasiment 1 heure aller-retour pour 3/4 d'heure sur place. Ça nous a fait poser beaucoup de questions, et notamment sur notre écologie personnelle. Est-ce que c'est intéressant d'imposer ce temps de voiture aux 2 autres enfants, plus ce temps d'attente, alors qu'on peut peut-être essayer de trouver des activités qui sont intéressantes à faire dans un cercle restreint. Par exemple, nous on a choisi 10-15 minutes maximum en vélo ou à pied. Donc ça, c'est vraiment un positionnement qui nous a permis aussi de créer du lien autour de chez nous, de revaloriser notre environnement de vie, et voilà, et qui est très intéressant parce que ça nous permet de ne pas attendre sur place avec les 2 autres enfants, de pouvoir donc faire autre chose, quelque chose d'intéressant, et encore une fois de donner du sens à ce que l'on fait. Il y a aussi par rapport à l'alimentation. L'alimentation, quand on a commencé à s'alimenter de manière beaucoup plus saine et équilibrée avec Fabien, à manger du bio notamment, on s'est rendu compte que ça pouvait coûter très cher de tout s'approvisionner dans un magasin bio, dans une Biocoop ou des choses comme ça. Donc on s'est aussi tourné vers les produits locaux, donc les produits de saison. On a commencé à faire les marchés, à parler avec les agriculteurs, à consommer de manière raisonnée, avec des agricultures raisonnées. Tout ça aussi, ça crée du lien, ça donne du sens à ce que l'on va faire, et ça va aussi permettre de minimiser les budgets. Alors ça veut pas dire qu'on mange jamais d'avocat, on se fait jamais plaisir sur un avocat, un melon ou un ananas ou des bananes, mais de manière globale et majoritaire, on va préférer les pommes, les poires, le chou, les poireaux, tout ça en hiver, et on va privilégier les courgettes, les tomates, les abricots, les prunes en été, tout simplement parce que ça pousse beaucoup plus facilement autour de chez nous. Après, il y a aussi des petites choses par rapport au chauffage. On va essayer de décaler le premier feu de cheminée ou la mise en route du chauffage. Ça a l'air de rien, mais quand on décale d'1 mois, quand on met le chauffage le 1er novembre au lieu du 1er octobre, mine de rien, c'est quand même 1 mois d'économie, et on peut rajouter un pull, on peut rajouter un maillot de corps qui va nous permettre de conserver la chaleur. Alors c'est pas toujours évident, notamment pour nous qui vivons 100% à la maison, on ne va pas autre part pour travailler. Donc, et puis en plus, on n'est pas non plus, on bouge pas énormément chez soi, mais c'est important aussi de penser à ça. Et rien que pour ça, par exemple, avoir des pulls bien chauds, avec une bonne qualité de laine, des matériaux nobles qui vont nous permettre de nous sentir bien
dans nos habits, de ne pas avoir froid en permanence. Ça va être aussi de rester moins longtemps sous la douche ou pas des bains chaque jour, notamment pour les enfants, ou de multiplier le nombre d'enfants dans un bain. Ça permet d'optimiser les ressources en eau. Recycler l'eau aussi au maximum. L'eau de cuisson, elle va dans mes plantes. Quand j'ai besoin d'ouvrir le robinet pour faire chauffer de l'eau, je mets une casserole en dessous pour pouvoir récupérer l'eau, pour fabriquer ma lessive ou pour arroser mes plantes, encore une fois, parce que j'ai beaucoup de plantes. Bref, ça va vraiment passer par toute cette conscientisation de nos consommations, de tout ce que l'on peut perdre aussi. Il y a au niveau des produits qu'on va acheter, on va essayer d'acheter le moins de produits jetables pour pouvoir avoir plutôt des choses qu'on va utiliser sur le long terme. Ça peut être le sopalin, les éponges, des choses comme ça. Fabriquer aussi le maximum de produits, notamment les produits ménagers. Acheter en seconde main aussi tout ce qu'on va pouvoir acheter, notamment les habits. Depuis quelques années, moi j'achète 90% de mes habits en seconde main. Et j'ai vraiment complètement adopté le réflexe seconde main pour tout. Les livres, les chaussures, les équipements, la décoration. Et ça peut être soit sur internet, bien sûr, parce qu'aujourd'hui il y a des sites qui sont très bien faits. Je pense notamment à Vinted, Le Bon Coin. Mais il y a aussi tout ce qui va se passer au niveau local, à travers les vides-greniers, à travers les brocantes, à travers les magasins de troc, toutes ces choses-là qui sont accessibles à chacun et qui permettent quand même de faire de sacrées économies. Et en plus, moi je sais que ce que j'adore, c'est qu'on achète un produit qui a une histoire. Et alors ça, moi, j'adore. Et il y a aussi, d'ailleurs ça va très bien en transition avec l'autre item, qui est acheter de produits de qualité. Je pense notamment aux jouets des enfants. Moi, j'ai longtemps, et d'ailleurs j'investis toujours dans du bon matériel pour les enfants, que ce soit pour jouer ou pour le matériel pédagogique, notamment tout ce qui va être Montessori. Alors oui, ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais déjà ça me permet de ne pas en racheter en permanence, puisque les objets sont de bonne qualité, et puis aussi ça me permet soit de les donner, de les donner en cadeau, ça me permet de faire des cadeaux, ou aussi de pouvoir les revendre. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est pareil pour tout, notamment je pense à mon robot ménager. Moi j'ai un Thermomix depuis 10 ans maintenant, enfin depuis plus de 10 ans, je l'ai acheté en 2010. Et ce Thermomix, il a une valeur quand on veut le revendre. D'ailleurs, là j'ai acheté un nouveau Thermomix il y a quelques années maintenant, peut-être que c'était en 2015 ou 2014, je sais plus. La vente du premier Thermomix a financé en très grosse partie l'achat de de ce nouveau Thermomix. Donc ce sont des choses qui ont de la valeur. Ce n'est pas de l'argent qu'on perd, j'ai presque envie de parler d'investissement en fait, que l'on fait. Donc c'est très important quand on consomme quelque chose, et j'ai encore envie de dire encore plus à notre époque où il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées, de pouvoir avoir une réflexion à long terme dans notre processus d'achat. Au lieu d'acheter aussi, on peut emprunter, faire des échanges entre voisins, mutualiser. Ça permet aussi de favoriser le lien social et notamment les bonnes relations entre voisins. Et puis surtout aussi, on peut acheter que ce dont on a besoin. Et alors là, c'est très important de faire la différence entre une envie, on va craquer sur une très jolie paire de chaussures qu'on va voir dans une vitrine et sur lequel on va s'imaginer avec sans plus tarder, et un besoin. Voilà, notre chaussure est usée, on a besoin d'en acheter une autre. Alors évidemment, ne paniquez pas, vous pouvez aussi vous faire plaisir. Moi, je sais par exemple que je me fais aussi plaisir parfois chez des petits créateurs. Ça permet encore une fois de redistribuer l'argent de manière intelligente, souvent à des locaux ou en tout cas à des gens qui valorisent leur temps, vraiment. Et puis encore une fois, ces objets peuvent ensuite être offerts ou revendus. Moi, il m'arrive énormément pour faire des cadeaux, notamment des cadeaux de naissance, d'offrir les premiers habits de mes enfants. Ce n'est absolument pas par radinerie. C'est que pour moi, en fait, je fais un cadeau, d'ailleurs, qui a énormément plus de sens que d'aller acheter un cadeau dans une boutique de vêtements. Pourquoi ? Parce que en plus de ce vêtement, j'offre une partie de l'histoire qui va avec. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Non seulement j'ai pas besoin de dépenser plus d'argent, c'est vrai d'une part, mais d'autre part, j'offre une belle histoire, une belle longévité à ce vêtement. Et puis surtout souvent, quand on regarde les habits des 2 premières années de l'enfant, ils sont très peu abîmés quand même, parce que les enfants, en tout cas la première année sûre,
Voilà, les enfants se tachent pas énormément ou voilà, il y a peu de risques que les habits soient très tachés. Donc je trouve que c'est une très belle histoire. Puis ça permet aussi d'instaurer ce réflexe chez les autres. Et ça, je trouve que montrer l'exemple, c'est toujours très très important. Quand on peut montrer l'exemple sur quelque chose, faisons-le. Incarnons-nous dans nos idéaux et dans nos convictions jusqu'au bout. Et enfin, la quatrième étape, ça va consister à revendre tout ce qui peut l'être. Parce que c'est bien d'économiser au maximum un peu partout, mais aussi, chez nous, il faut savoir qu'on a des trésors qui peuvent nous rapporter de l'argent. Alors, au lieu d'entasser vos affaires dans votre garage, dans votre grenier, dans vos tiroirs, vendez-les pendant qu'elles ont encore de la valeur. C'est exactement pareil pour les vêtements, pour la déco, pour le matériel high-tech. N'entassez pas des choses, peut-être même dans la peur d'avoir un besoin futur, parce que dans un besoin futur, vous pourrez racheter, vous pourrez prêter, emprunter, enfin, peu importe, mais vendez les choses pendant qu'elles ont encore de la valeur. Moi, je suis pas hyper site de vente en ligne pour ça, ou alors vraiment pour les choses qui ont beaucoup de valeur, comme la télé, quand on l'a revendue, je l'avais mise sur le bon coin. Mais sinon, par exemple, pour tous les habits du quotidien, je suis pas hyper Vinted pour faire des annonces, parce que je trouve ça assez long à faire. Par contre, j'adore faire un vide-grenier par an. Je le fais avec ma maman, on passe une super journée et du coup ça permet de revendre en grande quantité tous les habits dont je veux me séparer, ceux auxquels j'ai pas forcément de valeur sentimentale, ceux que je ne vais pas offrir, il y en a toujours forcément. Et donc là je les vends, c'est des petits prix, mais mine de rien, on peut se faire un joli petit pactole à la fin de la journée. Donc très souvent, il faut savoir qu'on renonce avant même d'avoir essayé parce qu'on pense que c'est impossible, parce qu'on pense qu'il nous faudra trop d'argent, parce qu'on pense qu'on peut pas se le permettre, parce qu'on doit prévoir le futur. Moi, je me rappelle notamment d'un voyage au Portugal qu'on a fait tous les 5. Alors Constance avait moins de 2 ans, elle ne payait pas entièrement son billet d'avion, mais on était quand même 4 à payer le billet d'avion pour le Portugal. On avait fait un séjour de Lisbonne de 6 ou 7 jours, je sais plus, et ça nous avait coûté 700 € au total. Ce qui n'est pas excessif, hein, quand on compte le billet d'avion, le billet de train pour aller jusqu'à l'aéroport, le logement, les repas, les sorties, enfin c'est-à-dire le pass-tram là, parce que on avait pris forcément un peu le tram pour aller dans la ville, tout ça, c'est pas si cher pour une semaine de vacances, qui est quand même dans un autre pays. On y était parti fin novembre. Du coup, on avait eu le soleil de Lisbonne, ça faisait un bien fou. Et en fait, souvent, on va même pas avoir l'idée de se dire ça parce que on pense que ça va coûter trop cher. Donc, c'est très important d'avoir une idée bien précise de ce que votre rêve peut vous coûter. Parce que souvent, on se dit, waouh, partir là, mais ça fait trop loin. Ou acheter une vieille bâtisse et tout rénover, ça va nous coûter trop d'argent. Essayez d'abord vraiment de rendre signifiant, de rendre concret le budget dont vous avez besoin au maximum. Et j'ai aussi envie de dire que plus vous allez penser à ne pas dépenser pour, par exemple, prévoir les pépins, prévoir le futur, prévoir les choses qui peuvent vous arriver, c'est comme ça aussi que vous allez commencer à orienter vos pensées vers les problèmes, que vous allez vous câbler en mode problème. Vous allez oublier de chercher les solutions, ou en tout cas vous n'allez pas les voir. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez finir par renoncer. Et je pense que le pire, c'est de finir par s'accommoder d'un quotidien qui ne nous anime pas, d'un quotidien qui ne nous fait pas vibrer, un quotidien qui n'a pas la contenance qu'on aimerait lui donner simplement à cause de croyances et d'idées reçues. Et à cause de cet objectif, et je pourrais même dire à cause de ce prisme, à travers vous regardez la vie, vous passez à côté de choses qui peuvent vous animer, qui peuvent vous faire vibrer tout entière. Et surtout, comment envisager l'avenir sous un jour meilleur quand bien même notre présent ne nous satisfait pas ? C'est maintenant que vous devez organiser votre vie pour que vos rêves se réalisent. Alors jeudi soir, dans Famille Épanouie Plus, on vous propose une masterclass qui est dédiée à l'organisation. Vous découvrirez notamment comment vous organiser pour un quotidien en famille facile et simple à vivre. Donc vous recevrez les conseils d'une experte dans le domaine de l'organisation. Famille Épanouie Plus, ce sont les meilleurs outils mis à votre disposition pour vous construire une vie de famille épanouie. Donc il y a du coaching, il y a des ateliers de parentalité,
Il y a des masterclass d'experts, il y a des conférences de témoignages de mamans. Bref, vous avez accès à tout ce contenu en live et ou en replay. Bref, famille épanouie, c'est un concept de fou qui n'existe nulle part ailleurs. On a mis le paquet pour vous offrir toutes les meilleures ressources, les meilleurs outils pour quelques euros seulement. Donc découvrez Famille épanouie plus sans plus tarder en cliquant sur le lien suivant www.famille-épanouie-plus.com. Je vous mets aussi ce lien dans la description. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast sur la vie de famille. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. N'oubliez pas de noter le podcast, je vous remercie d'avance pour ça. Passez une très très bonne journée et surtout, prenez soin de vous et de vos enfants.